Bonjour, c'est Grégory de la Petite Pépinière. Nous sommes début janvier et je vais vous parler aujourd'hui des étapes successives qui vont mener à la plantation des arbres une fois qu'ils seront greffés. Donc là on est devant une parcelle que j'ai semée en engrais vert fin septembre de l'année dernière. Donc l'engrais vert est pas très poussé parce qu'il a fait sec encore jusqu'à fin octobre. Donc il a mis du temps à pousser, mais là bon, c'est de la moutarde, il recouvre bien le sol. Donc je suis assez satisfait. Là je sens qu'il y a une bonne énergie dans la pousse. Donc la moutarde, moi je trouve que c'est un engrais vert sur mes sols qui est vraiment super. Ça pousse très vite, ça couvre très facilement. J'ai fait des essais en mélange avec de la facélie, ça n'a pas donné grand chose. Alors son inconvénient à la moutarde, c'est que ça pousse très vite et donc ça va très vite à fleur. Donc c'est un engrais vert qu'il faut broyer assez rapidement après l'avoir semé. Si on veut des engrais verts un peu plus longs, dans mon expérience, j'utilise plutôt des céréales, de l'avoine ou sinon des légumineuses comme du trèfle, mais plutôt du trèfle bisannuel, trèfle d'Alexandrie, trèfle incarnat. Donc l'engrais vert, moi je trouve ça c'est vraiment une bonne solution pour booster la vie microbienne, la structure des sols, enfin améliorer la structure des sols. La difficulté c'est vraiment de réussir l'implantation. Moi ça fait quand même 2 ans dans ma parcelle de pépinière où j'ai galéré en tout cas en saison, au printemps, à implanter de l'engrais vert. J'ai une trop forte concurrence avec l'amarante. Et donc en fait au final j'ai laissé l'amarante faire office d'engrais vert. Mais ce qui a augmenté le problème du stock de semences d'amarante dans mon sol. Mais ça fait quand même un super couvert. L'inconvénient de l'amarante c'est quand même que ça monte très très haut et ça se lignifie quand même beaucoup. Ce qui est plus difficile à casser quand on n'est pas très mécanisé comme moi. La moutarde, ça se lignifie assez peu. Si on la laisse monter à graines, ça reste facile et vite dégradé. Donc ça, c'est des engrais verts qui peuvent tenir l'hiver, moutarde, enfin s'il ne fait pas trop froid la moutarde, les céréales et les légumineuses. Après, les engrais verts de printemps que j'aime bien aussi, c'est le sarrasin. Le sarrasin, ça pousse très vite. Ça fait beaucoup de matière, mais qui est très très vite digérée. Donc ça c'est super, quand on a besoin de la parcelle très vite, c'est assez génial. Et sinon, en culture un peu plus longue, du sorgho. Moi j'ai testé le sorgho pour lutter contre les chardons et rumex, et c'est tellement rapide, ça fait un volume tellement énorme, ça peut faire jusqu'à 2,50 m de haut, et ça fait des touffes. Moi j'avais une parcelle où j'avais l'impression de me retrouver dans une roselière. C'est plus long à se dégrader, mais alors là ça a arrêté la colonisation par les chardons et ça a vraiment fortement limité les rumex, et ça fait quand même un sol derrière, beaucoup de matière, et puis un sol qui a une structure qui est bien améliorée. Mais bon, pour ça, il faut de la place, c'est vraiment une plante qui a besoin de chaleur et d'eau pour démarrer. Voilà ma petite expérience en engrais vert. J'ai fait beaucoup d'essais de plein de sortes, j'ai raté plein de choses. Quand ils sont réussis, je vois tout de suite la différence sur le sol. Quand j'ai un bon engrais vert derrière, le sol, il est beaucoup plus facile à travailler, il va moins salir en adventice aussi, il va avoir une meilleure dynamique au niveau de l'activité microbienne. Sur ces parcelles-là, j'ai apporté du fumier il y a 2 ans. Je fais en sorte de ne pas apporter du fumier l'année où les arbres vont être plantés. J'ai pas envie d'avoir un excès d'azote, ça entraînerait sur les arbres des problèmes de pucerons notamment.
Il y a certains arbres qui sont très sensibles aux pucerons et si c'est trop azoté, ça va augmenter le problème. Et les arbres n'ont pas un gros besoin en fertilisation azotée, en tout cas beaucoup moins que le maraîchage. Donc moi j'ai les fumiers des chevaux. Je cure une fois tous les 2 ans la stabulation où ils sont. J'entrepose le fumier et je le laisse au moins 4 à 6 mois composter sous bâche. Donc ça pour moi la bâche c'est vraiment essentiel pour pas qu'il y ait de lessivage en fait. Si on laisse un tas de fumier subir la pluie, en gros tout l'azote part. Il y a beaucoup de pertes azotées si on laisse un tas de fumier à l'air libre, quoi. L'idéal, ça serait de le rebrasser, de le mettre en ondin, de le pailler, de le brasser au moins une fois, voire 2, pour faire un bon compost. Moi, je ne suis pas mécanisé, donc faire ça à la fourche, ce n'est pas envisageable. Je commence à l'envisager pour faire du compost de qualité pour ma serre et pour mon maraîcher, enfin pour mon potager, quoi. Là, je pourrais éventuellement envisager de faire une aire de compostage de qualité, quoi. Souvent, ce que je fais, c'est que je le mets sur la parcelle juste avant de faire un travail du sol pour implanter un engrais vert. L'idée, c'est que j'amène pas de la matière pour fertiliser les plantes, j'amène de la matière pour fertiliser mon sol. Donc l'idée, c'est que l'engrais vert va consommer mon fumier et après je le restitue au sol par l'engrais vert, quoi. Il y a un peu plus de délai entre l'apport azoté du fumier et la plantation de la pépinière. Mon fumier, ça reste un fumier de cheval, c'est pas un fumier de vache, donc un fumier de cheval, et je paille quand même abondamment les chevaux. Oui, un peu les moutons sont avec les chevaux en hiver, donc il y a un peu de moutons aussi, mais le mouton est très sec aussi, c'est beaucoup moins azoté qu'un fumier de vache, quoi. Donc non, il y a peu de risques. Mais l'idée, c'est de booster l'activité microbienne, et c'est mon activité microbienne qui va assurer la fertilité de mon sol, plus que ma fumure organique, quoi. Allez, attends, marchez. Ouais, allez mon grand pépère. Ah bah ouais, ça tire plus ça. Ouais. Là, à ce stade-là, moi je vais commencer à travailler le sol à partir de fin janvier, début février, quand les conditions le permettent. Là, on est dans des conditions très très humides, donc il est hors de question que je commence à rentrer dans les parcelles. Dès que ça aura commencé à bien se ressuyer, je vais commencer à faire un coup de cultivateur. Donc tout dépendra. À ce stade-là, je passe le cultivateur directement sur l'engrais vert, il n'y a pas de souci. S'il commence à être trop haut, il va falloir le broyer avant. Ouais. Droite un peu, ouais, allez, ouais. Un premier coup de cultivateur, dès que j'aurai commencé à mettre le premier coup de cultivateur, le sol va se ressuyer aussi beaucoup plus vite. Donc après, je vais pouvoir aussi rentrer plus facilement dans le sol. Donc je fais, selon les conditions météo et puis l'enherbement de la parcelle, je fais entre 3 et 5 passages de cultivateur successifs. Donc je passe un coup de cultivateur, j'y reviens le lendemain si ça a bien séché, ou 2 jours après si c'est pas assez resséché, quoi. Donc ça c'est en traction animale, hein, donc avec mon cheval. Allez, oh là. Et ensuite je passe, donc j'ai un outil qui s'appelle la cassine, enfin c'est un porte-outil. Je passe des disques billonneurs, c'est des disques qui permettent de tracer les billons
Moi, ça me permet surtout de tracer en fait l'emplacement où le cheval devra marcher. Donc, je cultive sur des légères buttes, c'est vraiment des petits billons. Mais l'avantage de travailler comme ça, c'est qu'une fois que les billons sont tracés, eh ben, le cheval, de toute façon, il marche dans le sillon. Il ne va pas s'amuser à marcher ailleurs parce que c'est pas confortable de marcher sur les buttes, quoi. Je trace mes billons. Une fois que mes billons sont levés, je vais repasser dans le sillon un butoir. J'ai un outil, c'est un cultivateur avec un butoir, ce qui permet de retravailler encore un peu le sol, bien émietter et relever. Allez au bout! Allez au bout! Pour ensuite, au milieu de chaque billon, je passe un trait de sous-soleuse. La sous-soleuse, elle descend à 25-30 cm au milieu du billon et ça me fera mon trait de plantation. Donc à la fois, c'est pour ça que je remonte un peu les billons, c'est aussi parce que le trait de sous-soleuse, il va araser un peu la butte, donc ça me permet de quand même cultiver légèrement sur butte, quoi. Donc ça c'est la cassine, le porte-outils avec les disques. Et donc il y a un système très simple pour changer les outils. Hop. Voilà. Et après la sous-soleuse. Donc elle, en fait ça va comme ça. Et puis après il y a ce machin là qui vient embuter pour hop. Ouais. C'est très simple, quoi. Et donc dessus, il y a pas mal d'outils qui existent qu'on peut adapter, quoi. Mmh. Allez, 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 droite un peu, gauche un peu. Allez. Oh là. C'est fini. Parce que là, quand même. On va faire un cajot par un cajot parce que après il faut que j'aille chercher les fils. Enfin, Ouais. Donc là on plante par ordre alphabétique. D'accord. Donc là c'était les bergerons, ensuite ça va être les luisets. Il y en a 40 noirs. Tu les prends bien au niveau d'ici pour pas casser les bourgeons en fait. Ok. Les bourgeons du haut surtout, les bourgeons en dessous du point de greffe on s'en fout. 41 bleus, pêche de Nancy. Et une fois que ça c'est fait, je plante avec un petit plantoir les sions fraîchement greffés, quoi. J'ai praliné avant les sions et je viens mettre planter par ordre alphabétique les sions greffés. Alors, ce qu'il faut c'est bien repérer le trait de sous-soleuse. Donc quand vous marchez dans le sillon. Oui. Oui. Marchez pas là où ça va être planté en fait. Et donc après, il faut trouver le trait de sous-soleuse. Et donc l'idée, ça va être qu'il y en ait un de vous qui ouvre les paquets et après qui va me les placer comme ceci, quoi. Tous les 20 à peu près. Ah, et en faisant ça, on peut aussi, vous voyez là, on peut ébourgeonner en même temps. Quand on voit que c'est... Ah bah là, tout ce qui est en dessous du point de greffe. Hein. D'accord. Ce qui est au-dessus, on garde tout. Hein. Ok. Comme ça.
Après, même là, à deux, vous pouvez, il y en a un qui peut ébourgeonner puis passer les plants à l'autre. Et toujours commencer par l'étiquette. Donc là, en fait, parce qu'après, je vais mettre un bambou ici. D'accord. Et du coup, je vais remettre les étiquettes dessus. Donc là, tu veux mettre toutes les étiquettes marron. C'est toute la même variété en fait. D'accord. Les scotch marron. Ouais, oui, les étiquettes de la variété marron. Les lésions auront été assez sévèrement parées. C'est-à-dire on a coupé beaucoup de racines pour pouvoir... en fait, il n'y a quasiment pas besoin le plantoir, il sert juste à rouvrir un peu le trait qui a été fait à la sous-soleuse. Et en fait, on vient pousser un petit peu l'arbre dans ce trait-là, ce qui permet qu'il n'y a quasiment pas besoin de tasser, quoi. Tiens. Bah ouais, dès que tu vois, là, j'étais pas bon, ah bah là, là c'est bon. Ça sert à rien d'essayer quand ça rentre pas, c'est que t'es pas dans le trait de sous-soleuse, quoi. Ça a vachement aidé. Juste après la plantation, je mets les lignes d'eau et j'arrose pour vraiment, et là la terre va se reprendre sur les racines et je maintiens l'arrosage jusqu'aux premières pluies pour être sûr que qu'on soit bien dans des conditions bien humides. Il y a des années où les conditions de plantation, on plantait quasiment dans la poussière au mois de mars, quoi. Donc là, c'est important de bien arroser à la plantation. Donc j'utilise un système très simple, un tuyau, un embout. Alors l'embout Aquastop, c'est quand même pas mal. J'aime bien parce que là, l'eau est en route et je peux brancher, débrancher pour dès que j'ai à bricoler sur la ligne d'irrigation. Avec la pression, en fait, il y a un bouchon qui se met sur l'embout. Et en fait, si je retire ce bouchon, ça coule. Okay. Et donc quand je le branche, tac, c'est parti. Trop bien. Donc ça c'est nouveau, c'est des nouveautés que j'utilise. Avant c'était des thés plus simples. Là il y a un système qui vient verrouiller en fait le tuyau sur l'embout. Donc un goutteur tous les 30, je dirais. Quand je fais de l'arrosage, j'arrose en abondance et pas très souvent, quoi. En général, je le laisse couler au moins une nuit, quoi. Et c'est vraiment efficace. Tous les combien de temps? Ça fait vraiment un cône d'irrigation. On n'a vraiment pas l'impression que ça a irrigué quand on regarde en surface. Ça fait des petits ronds comme ça. Et en fait, quand on creuse, la terre est vraiment très humide, quoi. Là, j'ai fait pendant 2 nuits consécutives parce que c'est des arbres qui sont déjà assez grands. Et puis ils avaient déjà un peu de feuilles. Les sions là, en général, quand il fait vraiment sec à la plantation, j'arrose une nuit, je mets 5 rangs et donc en gros je reviens tous les 6-7 jours, quoi. Jusqu'aux prochaines pluies. Souvent je fais comme ça. D'accord. Oui, alors je fais une rotation. J'ai eu la pépinière pendant 3 ans sur la même parcelle. Là, c'est des parcelles que j'avais, qui sont plus en agroforesterie. La parcelle d'avant, c'était un champ de 2500 m². Il n'y avait pas d'arbres. Là, c'est plus des petites parcelles. Donc là, ça fait 3 ans qu'elles n'ont pas vu de pépinière. Donc elles ont été laissées en jachère, quoi. J'ai essayé d'implanter des engrais verts mais qui n'ont pas donné grand chose, donc ça a été de la jachère spontanée, beaucoup de rumex
et pas mal d'amarante aussi. Et donc là, pour semer l'engrais vert, vu les conditions dans lesquelles je le faisais, j'ai fait appel à un voisin qui est venu avec son rotavator pour casser la jachère, quoi, pour pouvoir avoir un engrais vert qui ressemble à ça. Mon cheval, je viens d'avoir un nouveau cheval en fait, il n'était pas prêt à travailler en septembre. Et puis ça m'aurait pris beaucoup de temps. Et puis les conditions de sol étaient encore assez sèches. Donc là, et je suis content de l'avoir fait parce que le résultat est chouette au niveau de l'engrais vert. Et donc la dernière année, donc il y a 3 ans, quand j'utilisais ces parcelles-là, je me suis rendu compte que les lignes de bord en pépinière souffraient quand même de la concurrence racinaire avec les arbres. Donc là, il y a 10 mètres entre chaque ligne d'arbre. Et donc là, je vais cultiver que 5 mètres en plein milieu pour limiter la concurrence. Alors l'agroforesterie, c'est intéressant pour moi, par exemple agroforesterie fruitière dans ce cas-là avec du maraîchage. Pour la pépinière, l'inconvénient, c'est qu'on a là des arbres adultes qui peuvent avoir des maladies, mais surtout des ravageurs, et je pense surtout aux chenilles défoliatrices, donc qui font un réservoir de ravageurs pour des jeunes plants et qui vont être hypersensibles, alors que eux le sont moins, ils sont déjà là, quoi. Donc après ça, c'est de l'expérience, quoi. Mais si c'était à refaire, je pense que je mettrais de la pépinière ailleurs que sur des lignes de verger, quoi. Ça pourrait être de l'agroforesterie, mais pas fruitière. Mais sachant que les chenilles défoliatrices, on a la chenille du chêne qui vient facilement sur la pépinière, quoi. Donc travailler sur des petites parcelles de 2500 m² en plein, c'est pas non plus des énormes parcelles. Après, c'est vrai que c'est un lieu, enfin la pépinière où j'ai été pendant 3 ans, là, la parcelle où j'ai été pendant 3 ans, elle est moins agréable à travailler qu'ici. Là, je sais qu'il y a des conditions d'ombrage, ouais, c'est beaucoup plus sympa de travailler sur une parcelle qui est bordée d'arbres. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé en plantant un rang sur 2, un billon sur 2, pour pouvoir espacer les arbres. Et puis, donc ça me permet de faire des rotations plus longues. Et puis de mettre soit entre les arbres de l'engrais vert ou du légume, parce que du coup, je fais mon potager dans la pépinière. La raison aussi de ça, c'était pour pouvoir espacer les arbres pour que les rapaces nocturnes aient accès au milieu de la pépinière aux rongeurs, sachant que de toute façon, une fois que j'ai mis le paillage en mai, je laisse après pousser l'engrais, les amarantes et tout ça, donc ça me fait une canopée quasiment pareille que les arbres. Et donc en fait, les rongeurs sont bien tranquilles en dessous. Et là, cette année, comme j'ai que 5 mètres, j'aurais eu mes 10 mètres, j'aurais fait un rang sur 2. Mais là, cette année, je vais faire chaque rang. Sachant que, aussi d'expérience, au moment de l'arrachage, c'est quand même beaucoup plus simple quand c'est un billon sur 2. On a de la place, on circule beaucoup plus facilement, quoi. Là, on va s'adapter, quoi. Là, je ne ferai pas le maraîchage dans la pépinière. Et donc, on peut finir aussi là sur l'itinéraire technique. Donc, une fois que les sions sont plantées, arrosage et jusqu'aux premières pluies, et après je gère l'arrosage en fonction des pluies. Je ne fais pas un arrosage systématique, sachant qu'à partir de juin, voire des fois fin mai, j'ai plus de capacité d'arrosage, donc j'arrête d'arroser la pépinière. Une fois que la pépinière elle est paillée, j'arrête de l'arroser. Et donc après, en termes de travail sur la pépinière, ça va être binage. Le binage, c'est vraiment, donc j'ai un pouce-pouce pour biner. Ça fait des herbages, mais ça permet aussi de casser la croûte de battance. Moi, je suis sur un sol qui est limoneux, donc après chaque pluie, il va falloir que je fasse un binage. Donc en général, c'est 1 ou 2 jours après la pluie, selon les conditions de météo, comment ça sèche. Il ne faut pas que le sol soit trop sec pour biner.
Donc il faut vraiment que ça soit peu de temps après une pluie. Il m'arrive de mettre des asperceurs dans ma pépinière pour pouvoir biner, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas biné, et puis c'est vraiment le dernier moment où je peux biner, donc je mets en route les asperceurs, et je peux biner, si je mets en route le matin, des fois je peux biner dès l'après-midi. Et donc ça booste l'activité microbienne du sol aussi, le binage, parce qu'on vient ramener de l'air, de l'oxygène dans le sol, et donc ça minéralise aussi de la matière organique, donc tout ça c'est vraiment intéressant. Binage, il y a selon les années entre 5 et 10 passages de binage dans toute la pépinière jusqu'en mai. Et pendant tout ce temps-là, il y a aussi ébourgeonnage, donc à la fois enlever tout ce qui pousse sous le point de greffe et choisir un des 2 bourgeons qui aura pris. Si les 2 prennent, je prends de préférence le bourgeon du haut, parce que ça m'évitera de couper en fait le petit bout qui dépasse, mais des fois il n'y a que le bourgeon du bas qui a pris, ou le bourgeon du bas est déjà grand comme ça et l'autre n'a pas poussé, donc voilà. C'est pour ça que je greffe toujours 2 bourgeons, c'est pour qu'il y en ait un au cas où l'autre ne prend pas, quoi. Donc là je suis en train d'ébourgeonner et j'en profite pour vérifier s'il n'y a pas trop de prédateurs, notamment les chenilles défoliatrices. Là, quand je vois un plant qui est comme ça, qui a beaucoup de feuilles bien grignotées, et là il y a 2 feuilles collées entre elles en fait, et donc au milieu il y a une petite chenille. Il y en a plein de différentes, alors je sais pas les noms, j'ai pas, mais bon voilà, c'est des chenilles défoliatrices quoi. Donc je l'écrase. Voilà. Et ça peut arriver certaines années où j'en ai 1 à 2 par plant quoi. Du coup faut bien vérifier à chaque fois. Bah ouais, à chaque fois que je passe, c'est soulevé, ça peut faire quand même. Quand c'est des très jeunes plants, ça peut faire des dégâts quoi. Ouais. Par exemple celui-là, je sais pas si c'est les chenilles ou les limaces, mais voilà ce que ça donne quoi. Il y a eu beaucoup de limaces aussi cette année. Ouais, c'est ça, je fais le passage d'ébourgeonnage avant le binage pour éviter de remarcher tout de suite après avoir biné. Que c'est quand même plus mou et on a tendance à tasser. Et tu fais que avec cet outil là? Ouais, le pouce-pouce. Donc l'idée c'est pas d'aller profond, c'est vraiment de faire un binage de surface et de décrouter quoi. J'ai décalé la lame complètement à gauche pour pouvoir longer au plus proche les arbres quoi. C'est une lame oscillante, ça permet avec le petit mouvement, plutôt que de faire comme ça, de moins forcer déjà, et puis ça vient vibrer un peu le sol quoi, donc ça l'émiette un peu. Oscillante, c'est parce qu'elle bouge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Fin mai, je paille. Je paille toute la pépinière avec de la paille. Et là, après, je laisse faire. Je laisse la pépinière en autonomie. Là, c'est un voisin qui m'a amené ça. En général, il me livre de la paille. Ouais. Mais là, c'est une paille de colza, un vieux truc qu'il avait. Là, cette année, la paille, elle va être hyper chère. Donc, il m'a proposé ça. C'est une paille de colza avec quand même beaucoup de... qui était pas... où il y avait beaucoup d'herbe dedans. Donc, il fait un peu foin aussi. Ouais. J'aime pas trop pailler avec du foin. J'aime bien la paille, ça se dégrade quand même plus vite que le foin. Et mais bon, on verra. Et en même temps, moi, ça me va de... Lui, il s'en sert pas trop pour la litière. C'est pas... Le foin,
Enfin, comme il y a beaucoup de foin, c'est pas très absorbant. Et ça me va de prendre un produit qui coûte moins cher et puis que plutôt que de la paille qui va être très précieuse cette année, quoi. Ouais. Avec les céréales qui n'ont pas trop bien marché là. Ouais. Donc le chantier paille, en général j'appelle un peu de monde en renfort parce que c'est quand même pas mal d'être à plusieurs. Ouais. On paille à la brouette avec les fourches et on commence du milieu. On a des bottes qui sont en début sur les bords en fait. On commence du milieu et on paille en reculant pour éviter d'avoir à rouler sur la paille avec les brouettes parce que ça c'est... En fait la paille quand elle n'est pas encore mouillée, elle est glissante. Donc voilà, on fait ça, on part du milieu et après on fera l'autre côté par l'autre chemin. On essaye de ne pas en mettre trop épais, donc là on a l'impression qu'il y en a épais parce qu'elle est quand même très aérée là la paille, mais au final c'est pas trop épais pour qu'il y en ait une grosse partie qui soit dégradée en fin d'hiver quoi. Que j'ai pas trop à évacuer pour recultiver l'année d'après. D'habitude, déjà au pied il y a les lignes d'irrigation, je l'ai pas fait. Parce que pas besoin. Ouais. Il y a eu tellement d'eau. J'ai fait le choix de... Là, à ce stade-là, les arbres, ils n'ont plus besoin d'irrigation. Ouais. Sachant que moi, dès qu'il va commencer à faire chaud, le puits, il va plus donner assez. Donc, je vais irriguer 2 fois. Donc, tirer toutes les lignes d'eau pour juste ça. Ouais. C'est juste les boutures éventuellement qui pourraient avoir besoin, mais je verrai. Je tirerai peut-être des moitiés de lignes d'eau juste pour les boutures. Et puis là on est fin juin et j'ai jamais pu pailler avant parce que je voulais que ça soit biné. Les binages c'était compliqué parce que c'était toujours mouillé. À chaque fois l'herbe elle était très haute. Enfin bon, c'était une année très compliquée avec un résultat pas terrible au niveau des arbres. Beaucoup de travail et puis pas un super résultat quoi, de pousse. On a eu 8 mois de pluie sans arrêt. Il y a eu 3 semaines en mars où on a pu faire les plantations dans des conditions vraiment limites. Le sol a pris cher du coup, le sol ça se voit, hein, il y a beaucoup de rumex qui poussent, qui est signe quand même de sol tassé et puis assez lessivé aussi quoi. Puis le travail du sol dans des conditions très humides fait que le sol après il se reprend en bloc quoi. Le paillage retardé, mais tout est retardé, tout a 1 mois de retard. Hein. Ouais. D'habitude quand on fait le paillage, les arbres sont à peu près à cette époque-là 1 mois avant. Enfin à ce stade-là de pousse. D'accord. J'ai même pas encore mis les étiquettes sur les bambous là. Ça c'est... J'ai choisi de ne pas le faire avant le paillage parce qu'en général les bambous nous gênent. Mais donc c'est mettre un bambou et il faut absolument que j'enlève toutes les étiquettes des arbres, sinon ça va faire garrot. Voilà, et puis après, ensuite je fais un inventaire en juin qui me permet de savoir à peu près, c'est vraiment c'est ma base après pour faire les commandes. Sachant que dans la réalité, ce qui va arriver après dans la jauge, ce qui va être vendable, c'est toujours un tout petit peu moins. Mais je ne prends pas le temps de refaire un inventaire juste avant en octobre. Ce serait l'idéal, mais en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques années que l'inventaire que je fais en septembre, il diffère tellement peu de celui de juin que ça ne vaut pas le coup de passer, c'est du temps en fait, de passer l'inventaire, après de l'enregistrer sur mon logiciel. Donc je prends le risque d'avoir quelques clients qui ne soient pas servis, qui ont commandé des arbres qui ne sont finalement pas disponibles, mais en général ça se passe plutôt bien.